Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, c'est sans aucun doute l'affaire judiciaire la plus sensible du moment et avec le plus de rebondissements en plus. Et pour cause. Alors, elle est la première à viser directement d'abord notre président de la République. Et puis, on en apprend toujours des nouvelles jusqu'à hier. Tout d'abord, dernière révélation, jeudi 23 novembre, Le Parisien, donc révélation d'ailleurs confirmée par le parquet national financier, je le précise. Donc, le PNF a élargi son enquête sur McKinsey à 2 autres volets. Alors, je vais vous rappeler un peu les faits. Je rappelle qu'en mars dernier, c'était une commission d'enquête du Sénat qui était dédiée à l'emprise de ces cabinets de conseil sur les politiques publiques qui avait publié son rapport. On en avait d'ailleurs déjà parlé avec Sébastien Meurant à ce moment-là. Et il avait révélé notamment que les sommes de ces contrats conclus entre l'État et les cabinets de conseil avaient plus que doublé entre 2018 et 2021 pour atteindre des montants records. On allait jusqu'à 1 milliard d'euros l'an dernier. On apprenait également que McKinsey, puisqu'il était surtout question de McKinsey, n'avait payé aucun impôt sur les sociétés en France entre 2011 et 2020. Or, son chiffre d'affaires français était quand même estimé à 329 millions d'euros en 2020. Ça, c'était les révélations de mars dernier. Le PNF avait alors, dans la foulée, ouvert une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. Donc, on était sur un volet fiscal. Depuis, donc, le Parisien révèle, jeudi dernier, que le PNF a ouvert 2 autres informations judiciaires, en réalité en octobre, le 20 et 21 octobre. Première information pour des soupçons de financement illégal des campagnes électorales d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022, on va revenir dans le détail, et seconde information judiciaire pour des chefs de favoritisme et recel de favoritisme. Alors, 3 juges d'instruction ont été désignés pour mener ces enquêtes, parmi lesquels le célèbre Serge Tournaire, dont on va évidemment parler avec notre deuxième invité, Régis de Castelnau. Je pense qu'il a beaucoup à dire. Je rappelle, Serge Tournaire, donc c'est actuellement le doyen du pôle financier au tribunal judiciaire de Paris. Il est surtout très connu pour avoir mis en examen François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs, Nicolas Sarkozy dans l'affaire Big Malion. Alors attendez, ce n'est pas fini. Ça, ce sont les révélations du Parisien. Ensuite, on apprend donc que le Sénat est revenu à la charge également avec un amendement, ça c'était lundi dernier, un amendement déposé lundi dernier, afin d'inscrire une bonne fois pour toutes à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale leur proposition de loi qui avait été remise en même temps que leur rapport, mais qui avait été visiblement un peu écartée, un peu mise de côté, visant à mieux encadrer les cabinets de conseil. Et puis, hier, on découvre, ça c'est le site Politico, que le patron du PNF, Jean-François Bonner, était lui invité hier au pot de départ de la conseillère justice d'Emmanuel Macron, Hélène Davot. Voilà, donc en fait, le patron du PNF est invité à une petite sauterie à l'Élysée. La procureure de Paris, Laurence Becao, était également présente. Donc, pour vous résumer, ces magistrats du parquet qui sont chargés en principe d'enquêter de façon évidemment impartiale sur les agissements du pouvoir exécutif et en particulier sur les agissements du président de la République, se sont donc retrouvés face à qui? Au président de la République et à ses conseillers pour un moment convivial tous ensemble. Alors, comment ces affaires vont être traitées judiciairement et perçues par la population, sachant qu'il s'agit évidemment de notre président de la République ici. Donc, c'est une affaire gravissime. Pour en parler, nous sommes avec nos 2 invités. Sébastien Meurant, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR du Val d'Oise, membre de la commission des finances et surtout membre, ce qui nous intéresse aujourd'hui, membre de cette commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Donc, vous avez participé au rapport que j'ai cité tout à l'heure. Et puis, nous sommes également avec Régis de Castelnau. Bonjour maître. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat et auteur de ce livre « Une justice politique », évidemment, qui est tout à fait lié avec notre affaire également aux éditions L'Artilleur. Alors pour commencer peut-être, Sébastien Meurant, vous du côté du Sénat, donc le Sénat a remis de nouveau, a redéposé cet amendement. Est-ce que vous avez senti qu'il y avait de nouveau l'envie du côté des sénateurs de mettre la pression sur ces questions-là ? Oui, toute la vérité n'a pas été faite sur ces histoires. Donc, et ça permet de revenir en fait sur le fond de l'affaire, qui est quelque chose de très grave. En fait, c'est de la façon dont est géré notre État, la vision, si vision il y a en fait de ce président, qui, pour simplifier, pensait que pour gérer l'État, pour réformer, il avait absolument besoin du privé, et d'où la
appel à ces cabinets de conseil américains, cabinets de conseil qui ont été condamnés par la justice aux États-Unis sur des sujets graves, puisque sur des sujets sanitaires, cabinets de conseil en plus qui ne faisaient pas de profit en France. Donc, lorsque l'on prend des cabinets de conseil, on peut espérer qu'ils sont bien gérés. Et la façon d'être bien géré lorsqu'on est une entreprise privée, c'est de faire du profit. Donc, ils n'étaient même pas capables de faire du profit. On a continué à leur donner de plus en plus d'importance. Donc, ça, sur la vision de l'État qui est dépossédé, qui infiltre. Alors, en fait, par du privé, en plus du privé étranger. Oui. C'est quelque chose qui pose. C'est la principale question. Après, évidemment, ces entreprises qui ont là, et c'est intéressant que le Parquet national financier ouvre. M. Macron a été réélu, alors que les entreprises n'ont pas le droit de participer aux campagnes politiques, c'est interdit. Et on peut se rendre compte, et on le sait, et c'est que des dizaines de personnes ont travaillé pour la campagne de M. Macron, la première campagne. Et qu'après, ces personnes, alors on nous a expliqué, nous, lors de la commission, lors de l'audition, qu'ils travaillaient à titre privé, comme ce que vous disiez tout à l'heure. Certaines personnes se retrouvent à titre privé, j'imagine, c'est pas professionnel, auprès du président de la République. Donc à travailler à titre privé pour la campagne présidentielle. Sauf que depuis, on s'est rendu compte que des dizaines de personnes avaient intégré, avaient bénéficié des largesses du pouvoir, et je parle du pouvoir au sens large. Donc ça pose question. Donc c'est une excellente chose que le Parquet national financier s'y intéresse, et nous au Sénat, sur l'aspect politique des choses, on continue dans la mesure où notre rôle, je rappelle, c'est pas seulement de voter des lois, c'est de contrôler le gouvernement. Oui. On a bien du mal à contrôler le gouvernement, et lorsqu'on a ouvert ces commissions d'enquête, vous avez pu voir, les Français, les médias ont pu se rendre compte que le Sénat, notamment par rapport à l'Assemblée nationale, qui est vraiment, et je pense à l'affaire Benalla, vous avez pu voir la différence de traitement d'une commission d'enquête qui vise à chercher la vérité, à comprendre les faits, à ne pas faire de politique et d'idéologie. Vous avez pu voir la différence sur l'affaire Benalla entre quelqu'un qui était à l'époque président de la commission des lois, qui se trouve maintenant à la présidence de l'Assemblée nationale, et à l'époque, une commission d'enquête sénatoriale qui avait trouvé des choses. Donc là, de la même façon que c'est dans l'ADN du Sénat d'essayer de... Donc c'est des commissions d'enquête qui sont transpartisanes. C'est une commission d'enquête qui avait été demandée par nos collègues. Oui, qui est menée par Éliane Assassi du Parti communiste. Du Parti communiste, donc c'est vraiment transpartisan. On essaye de trouver, de chercher la vérité. Et là, la vérité et les faits ne sont pas tous révélés, et on a pu voir derrière les manœuvres que vous avez citées tout à l'heure, et c'est des manœuvres d'hier, que le pouvoir est évidemment embarrassé. Vous avez vu les différents ministres interrogés. Ils sont quand même gênés, parce que derrière tout ça... Oui, alors Bruno Le Maire qui admet qu'il y a eu des abus, mais Bruno Le Maire qui est repris derrière après. Lors d'un conseil, on lui explique qu'il peut-être allé un petit peu trop loin, donc voilà. Oui. Donc nous allons continuer au Sénat. Effectivement, le pouvoir est gêné dans la mesure où ce que nous avions déposé, vous savez, c'est la mécanique parlementaire est très encadrée, et pour pouvoir passer un certain nombre de propositions, de propositions de loi, il faut pouvoir l'inscrire à l'ordre du jour. Donc là, il y a des manœuvres du gouvernement pour repousser, pour enfouir cette volonté tout simplement de clarté. Nous, ce qu'on nous avait demandé, pour faire simple, c'était qu'on puisse avoir dans un document l'ensemble des interventions des cabinets de conseil et combien ça coûtait. Donc c'était quelque chose qui nous paraît... Mais même ça, est-ce que c'est pas inquiétant, rien que... Enfin, pardon... Sébastien Meurant, finalement, que le gouvernement, donc ces manœuvres, on va dire, qui se passent à l'Assemblée, qui ont permis de ralentir l'arrivée à l'ordre du jour de cette proposition de loi que vous faites, pour la clarté autour des cabinets de conseil, qui ne demandent pas grand-chose, tout simplement, comme vous l'avez dit, c'est surtout d'avoir les informations en temps et en heure. Eh bien, rien de repousser cela, c'est déjà pas un très bon symbole, de signal. Pour des personnes qui se repaissent de transparence, d'honnêteté, je crois qu'avec M. Macron, on atteint le sommet du nombre de ministres mis en examen, du nombre de démissions. Et là, encore une fois, je dis encore une fois de trop, sur ces sujets qui quand même intéressent les Français,
au plus haut point. C'est-à-dire que ça touche, alors même s'il n'est pas nommé, ça touche le président de la République, ça touche ce personnage qui était qualifié de Jupiter, qui se qualifiait de Jupiter par ses proches. On a bien besoin de contre-pouvoirs. Et vous voyez la difficulté que l'on peut avoir en tant que parlementaire français à ne serait-ce que demander des choses qui relèvent de nos missions essentielles. Et là, il n'y a rien d'idéologique dans tout ça. Il n'y a rien. Nous, ce qu'on cherche, c'est simplement savoir qui. Et là, McKinsey, ça n'a pas été assez répété, a été pris pour des choses qui ne relèvent absolument pas d'expertise pointue en informatique, en numérisation. Ça a été pris pour l'éducation nationale, pour l'éducation nationale, pour la campagne de vaccination, évidemment. Des choses qui sont absolument incroyables. Au même moment où l'État demandait à des personnalités qualifiées de travailler avec les moyens du bord sur les mêmes sujets confiés grassement, la payer à des cabinets de conseil. Donc quelque chose de très grave. Et je rappelle, Sébastien Meurant, un sujet, ensuite je vais donner évidemment la parole à Régis de Castelnau, qu'on a vu qu'il y a même des missions qui ont été commandées, payées grassement, mais finalement qui n'ont été, où finalement il n'y a eu quasiment aucun rendu, notamment sur ces questions d'éducation nationale. Alors, il est 8h pile sur Ligne Droite. On fait un rapide point sur les informations et ensuite Régis de Castelnau, et je vous donne la parole. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Et pour en parler, nous sommes toujours avec le sénateur Sébastien Meurant, sénateur LR du Val d'Oise, membre de la commission des finances et membre de la commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés, donc notre sujet sur les politiques publiques. Et puis nous sommes avec Régis de Castelnau, avocat et auteur de ce livre « Une justice politique » aux éditions L'Artilleur. Régis de Castelnau a également un blog, Vue du droit, dans lequel il a publié un article Macron sur les affaires McKinsey. Macron est tranquille, il n'a pas grand-chose à craindre. Alors pourquoi cet article, Régis de Castelnau? Je vais devoir décevoir Monsieur Meurant, qui nous dit c'est bien que le parquet national financier ait ouvert des enquêtes. C'est une vaste blague. Le parquet national financier n'a rien ouvert du tout. Alors si. En mars, au moment de la polémique, en pleine campagne présidentielle, le parquet national financier refusait catégoriquement de faire la moindre enquête, mais devant la pression, devant le tollé médiatique et une pétition de magistrats disant que c'était scandaleux. Donc ça, vous parlez du premier volet sur le côté fiscal. Absolument. Quand on a appris que McKinsey ne payait pas d'impôts en France, alors ils se sont raccrochés à une procédure de Bercy, enfin, qui s'occupait du contrôle fiscal et de tout ceci dort paisiblement. D'accord, mais depuis, on a eu les révélations du Parisien. Depuis le communiqué de M. Bonnert qui est allé festoyer ensuite à l'Élysée, le PNF a été créé par François Hollande pour protéger ses amis. Ça, faut pas l'oublier. C'est une structure de compétence nationale. Et donc, le PNF, ce communiqué merveilleux, il donne l'impression qu'il a ouvert des enquêtes. Il n'a pas ouvert d'enquête. La justice a été contrainte par des signalements de parlementaires, par des plaintes de particuliers, des plaintes d'associations, a été contrainte de faire désigner un juge d'instruction, des juges d'instruction, une collégialité de juges d'instruction pour faire une information judiciaire. C'est pas la même chose. Le PNF enquête. Il a des pouvoirs d'enquête du parquet et le juge d'instruction, qui est un juge du siège, qui doit être impartial, effectivement, lui instruit avec des prérogatives relativement importantes. Et qui a-t-on désigné pour mener cette instruction? Monsieur Serge Tournaire, le fournisseur officiel de mise en examen de Nicolas Sarkozy, qui a toutes les affaires dirigées contre la droite, il a officié, et en particulier, c'est lui qui, au travers de cette instruction fulgurante, j'ai jamais vu ça moi dans ma carrière, de cette instruction fulgurante du printemps 2017, a tout fait pour disqualifier politiquement François Fillon et faire élire Monsieur Macron. Alors, question naïve, Régis de Castelnau, ce zèle de Serge Tournaire ne pourrait pas être appliqué à notre président de la République?
Alors pour l'instant, le président de la République, il est inviolable. Oui, je le rappelle, oui, le président, certes. il est inviolable. Il ne pourrait pas être appliqué. Moi, je ne sais pas ce que la haute fonction publique judiciaire, que je considère être politisée, j'ai écrit un livre, vous l'avez rappelé, de 600 pages, qui n'a pas été réfuté par les magistrats. Personne n'est venu me dire, mais là, ce que vous dites, ce n'est pas établi, etc. Donc, je pense que effectivement, peut-être qu'à la fin de ce mandat, lorsqu'il n'aura plus cette protection institutionnelle et légitime, eh bien, c'est possible que les magistrats, pour se dédouaner, etc. Je pense que les magistrats n'obéissent pas aux ordres de l'Élysée. Oui. Ils ont leur propre agenda politique. C'est ce que je dis. Mais à ce sujet, donc, il est possible que Serge Tournaire n'ait pas forcément une idéologie purement macroniste et donc veuille malgré tout mettre. C'est d'ailleurs ce que disent Davet et l'homme, qui ont l'air d'être plutôt assez enthousiastes. Ils sont d'une objectivité extraordinaire quand on sait le rôle qu'ils ont joué en 2017. Ce sont eux qui ont été les premiers fournis en violation d'abord du secret de l'enquête du parquet national financier, qui était déjà à la manœuvre à l'époque, et ensuite par l'instruction. Il faut être sérieux. Davet et l'homme, ce qu'ils peuvent nous raconter. Il faut savoir que Serge Tournaire, au bout de 10 ans de pôle financier, a dû partir. C'est une règle. Il est allé à Nanterre et au bout de 3 ans, il est revenu. Regardez la presse, l'Obs, Libération l'ont acclamé à ce moment-là. Moi, je pense que Emmanuel Macron, a priori, n'a pas grand-chose à craindre. Si vous voulez, Serge Tournaire, moi, si vous voulez, j'ai pas un compte personnel à régler, mais j'ai travaillé sur pas mal de dossiers. Il a des méthodes très particulières et manifestement, il est conduit par une idéologie politique. Alors, il n'a pas, si vous voulez, c'est quand même lui. Il n'était pas obligé de mener l'instruction de la façon dont il l'a menée au départ contre François Fillon. Il l'a fait. Alors, je voudrais faire une deuxième observation, et je me tourne vers vous, Monsieur Meurant, une deuxième observation sur le contenu de tous ces dossiers. Bon, il y a un chapitre dans le Code pénal qui s'appelle les atteintes à la probité. Vous savez, on a un Code pénal depuis 1994, le précédent daté de 1810, c'est pas tout le temps qu'on en fait. Et il y a un chapitre qui est relatif à la gestion publique. Et donc, les agents publics sont exposés à des infractions que seuls eux peuvent commettre. Eh bien, lorsqu'on regarde toutes ces affaires, c'est un florilège. On a délit de favoritisme, les attributions de marché, on attribue un marché, on le paye, il n'est pas exécuté, ça s'appelle de la concussion. On a des dons politiques interdits dans les campagnes, etc. On a des dépassements de comptes de campagne, ça a coûté assez cher jusqu'à présent à Nicolas Sarkozy, et on a surtout la corruption parce que ces marchés de complaisance, qui semblent bien être de complaisance, qui ont été passés dans des conditions qu'il faut vérifier et sur lesquelles j'ai les plus grands doutes. Mais deuxièmement, ces apports aux campagnes politiques, ces apports en 2017, ces apports en 2022 étaient-elles des contreparties? Et ça, c'est la corruption. Je vous donne un avantage public et en échange, vous me faites des cadeaux, vous m'apportez une aide dans mes campagnes, etc. Ça jette une lumière, mais assez dramatique sur le niveau de corruption d'une partie de la haute fonction publique en France. Et l'affaire que vous avez citée, l'affaire concernant Monsieur Colère, enfin, c'est extraordinaire. Il faut savoir que le PNF avait classé l'enquête, malgré des choses quand même assez préoccupantes. Et il l'avait classée avec une mention, Monsieur Bonnert avait dit, compte tenu de la lettre adressée par Emmanuel Macron, président de la République, inviolable, envoie une lettre au parquet pour dire mais non, Monsieur Colère n'a rien fait de spécial, n'a rien fait de méchant quand il était avec moi à Bercy. Moi, excusez-moi, mais je veux dire, parlons de moi, je vais fêter mes 50 ans de barreau le 13 décembre prochain. Écoutez, je n'ai jamais vu un tel niveau. D'accord. Bon, alors Sébastien Meurant, vous avez beaucoup à répondre là. Mais en fait, moi, je ne peux être que d'accord avec Maître de Castelnau. C'est ce que je disais. On n'a jamais eu autant de mis en examen et on a cette spécificité en Europe d'avoir un garde des Sceaux mis en examen. On a, dans l'entourage du pouvoir, on a vu M. Ferrand aussi qui a été innocenté dans des conditions. Oula. Voilà, ça vous fait réagir et j'en passe.
Et là, en fait, nous, là, c'est là où certains me disent, mais le Sénat, on a été les seuls à dénoncer cela, parce que même les médias, là, ce qu'on peut, et à part évidemment Radio Courtoisie et quelques autres, mais heureusement qu'on est là et qu'on essaye simplement de chercher la vérité. Mais c'est effectivement très grave ce qui se passe. Mais moi, je suis un adversaire résolu de ce président qui, pour moi, est en train c'est un fossoyeur. Alors, avec l'homme et Davet, je partage ce que vous avez dit, mais le traître et le néant, qui est sorti avant les élections, même les grands médias n'ont pas relayé. Et pourtant, dans le traître et le néant, il y a du contenu. Il y a du contenu, ça ne va pas dans le sens de la gloire de M. Macron, mais ce qui m'a stupéfait, c'est la différence de traitement avec même François Hollande, qui avait sorti, un président ne devrait pas dire ça, en 2016, avec Sarkozy. Ça avait fait vraiment la une de tous les grands médias, et le traître et le néant, rien. Et pourtant, moi, j'en ai parlé de ce livre-là comme d'autres, mais vraiment rien du tout. Les infiltrés qui ont été écrits par vos collègues aussi, rien non plus, pas du tout de communication, publicité. Donc il y a énormément de choses à dire, et je partage tout à fait les doutes et les craintes sur cette justice qui est politisée. Il se trouve que nous avons été au parquet national financier, qui nous a expliqué la façon dont il procédait. C'est vrai que ce qui a été annoncé hier par Atlantico, qui n'a pas été démenti, Politico, est quand même gênant. C'est sûr, ça alimente les doutes, et les Français ont vraiment besoin d'autre chose en ce moment. Mais moi, je pense qu'il y a trop de faisceaux d'indices qui font que les présidentielles successives d'Emmanuel Macron n'ont pas respecté les règles élémentaires de droit. Et vous avez rappelé ce qui s'est passé en 48 heures pour François Fillon. C'est sûr que l'affaire Pénélope a coûté beaucoup moins cher aux contribuables que ces milliards distribués à des cabinets de consultants, la plupart du temps étrangers. Américains. Ce qui là, plus que touche à la évidemment. De l'État régalien, et c'est quelque chose de extrêmement grave. Oui, c'est ça, c'est pas seulement une question de coût, mais vous l'avez bien rappelé au début, Sébastien Meurant, c'est pas seulement une question de coût pour le contribuable dans cette affaire McKinsey, c'est vraiment l'influence, entre autres, puisqu'on parle de McKinsey, américaine, dans la gestion des affaires, des affaires régaliennes. Oui, alors, je voudrais ajouter une petite chose, très personnelle, une petite observation, parce qu'on vient de décrire un paysage un peu apocalyptique concernant la morale publique. Je pense qu'il y a une forme d'ingénuité dans la corruption. C'est-à-dire que ces gens-là, qui passent leur temps à pantoufler, qui font des allers-retours, etc., sont un peu inconscients de la gravité de ce qui se passe. Il suffit de voir les réactions d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a ceci de particulier, c'est un président qui n'a rien fait dans sa vie. Ah oui. Vous voyez son CV, en dehors de ce qu'il a été faire chez Rothschild, avec les probables contreparties dans l'affaire de votre collègue parlementaire Olivier Marleix, avec lequel Alstom, bien sûr. Dans l'affaire Alstom, où c'est la même chose. C'est-à-dire que on a fait des cadeaux et puis il y a eu des contreparties. Il y a une forme d'impunité. Il y a une forme d'impunité au sein de cette haute fonction publique qui pense que tout est possible. La remarque faite par Emmanuel Macron, je suis très tranquille. Oui. Il aurait pu se dispenser, lui dire sans commentaire, etc. Non, je suis très à l'aise, je suis peinard, quoi, tout simplement. Enfin, oui, mais en même temps, il sait qu'il est protégé par sa fonction pour le moment, donc il peut être tranquille. Pas seulement. Je pense qu'il y a un sentiment d'impunité et le maintien d'Éric Dupond-Moretti, qui par ailleurs est un mauvais garde des Sceaux, c'est une autre histoire. Le maintien d'Alexis Collère, etc. Cette volonté permanente de faire comme si de rien n'était. Je ne dis pas qu'il faut la règle Balladur. Je sais pas, Monsieur Meurant, vous vous en rappelez. On était mis en examen, fallait démissionner, etc. Bon, moi je suis pas. La présomption d'innocence, c'est important. Je n'aime pas qu'on instrumentalise la justice à des fins politiques. Mais là, quand même, ça prend des proportions tout à fait extraordinaires. Et surtout, il y a une défiance. Moi, attendez, vous vous rendez compte de ce que j'ai dit dans cette émission? J'ai dit, le parquet national financier se moque du monde. Je l'ai écrit même, en plus. Donc, bon.
Oui. Non, c'est pas une république saine, ça. Je voudrais revenir sur ce sujet du parquet national financier, parce que Sébastien Meurant n'a pas répondu à ce sujet, au sujet du fait, finalement, si je vous résume, Régis de Castelnau, dites-moi si je me trompe, d'après ce que vous dites, ces ouvertures, alors pas d'enquête, mais d'instruction, c'est ça, au parquet national financier, sont une façon... en fait, de noyer le poisson. C'est bien ça? Non, ils étaient contraints et forcés de le faire, techniquement, contraints et forcés, et donc de passer la main aux juges d'instruction, qui sont des juges du siège, le parquet étant une partie. Le parquet, c'est l'avocat de la République, si vous voulez. Et donc, c'est une instruction. Le choix de Serge Tournaire, pour moi, est effectivement significatif. Ça éclaire. On peut plus maîtriser l'amont, c'est-à-dire les enquêtes, puisque on est contraint d'ouvrir des informations judiciaires et des instructions, on va verrouiller l'aval avec la désignation d'un magistrat dont on peut penser raisonnablement qu'il n'a aucune mauvaise intention concernant Emmanuel Macron, au contraire de ce dont il a témoigné, par exemple, contre Nicolas Sarkozy. Alors ça, là-dessus, Sébastien Meurant, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je pense que, nous verrons, mais ce qui est sûr, c'est que le parquet national financier, là c'est vrai que les magistrats qui avaient fait une tribune, c'était la première fois aussi, il y a plein de choses, on vit plein de premières fois avec Emmanuel Macron, sur tous les domaines. Malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens. Je ne vois pas ce qui peut aller dans le bon sens dans ces premières fois. Donc, et puis aussi, moi, j'avais été avec Guillaume Pelletier, avec Stéphane Ravier. Nous avions fait appel, dénoncé ce que nous avions, parce que il réagit avant la saisine du parquet national financier par la commission du Sénat sous l'article 40 pour que la lumière soit faite et que la justice s'en saisisse. Donc nous, au Sénat, le président de la commission d'enquête avait donc saisi après le parquet national financier. Et ce qui est sûr, c'est ce que Régis dit concernant la désignation de M. Tournaire, c'est quand même quelque chose... ça laisse penser plein de choses, mais nous verrons, parce qu'on ne peut pas présager de ce qui va arriver. Mais c'est vrai qu'il y a... parler de faisceaux d'indices qui vont dans le mauvais sens. Et en tout cas, nous ne vivons pas une démocratie saine. Et ça, c'est une certitude. Ce que vous disiez tout à l'heure concernant le sentiment d'impunité d'Emmanuel Macron et d'autres, mais c'est vrai que la plupart de ces gens-là n'ont jamais été élus comme maire d'une commune. Et lorsque l'on passe des marchés publics et on le subit quand on est maire, président d'un département ou autre, les contraintes notamment sont multiples et la difficulté justement c'est de rester dans les clous et la difficulté c'est surtout de pas choisir toujours le moins disant, mais le mieux disant. Mais les contraintes des marchés publics sont vraiment énorme pour les élus qui sont en responsabilité. Et là, pour ces hauts fonctions publiques, pour ce président de la République et pour ces ministres, on a l'impression qu'ils s'affranchissent complètement. Ce sont vraiment... et c'est pas une aristocratie, pour moi. Véritablement, ce sont des personnes qui, politiquement, on voyait bien que le pays va mal sur tout ce qui est financier, sur tout ce qui est justice. C'est la déliquescence de l'État, en fait. Et M. Macron est un fossoyeur de la France sur tous ces aspects. Et ce sentiment d'impunité, c'est une question d'équilibre des pouvoirs. Nous sommes plus en équilibre des pouvoirs. J'en reviens à la loi. C'est que depuis 2017, plus de 50% des textes sont passés par ordonnance. Ouais. Et là, on avait les ordonnances, les conseils de défense, et là, aujourd'hui, on a le 49.3. 49.3, oui, vous avez raison de le rappeler. Voilà. Et l'équilibre des pouvoirs, à la Montesquieu, on en est très très loin. Et donc là, qu'est-ce qui reste ? L'autorité judiciaire. Et l'autorité judiciaire, Maître Castelnau le rappelait, elle est pour une grande partie politisée. Et là, on a un surplus de problèmes. Et donc, qu'est-ce qui fait la sanction ? Elle peut être que politique.
Oui, et encore faut-il que les médias aussi jouent leur jeu pour ça. Absolument. Et donc, heureusement que vous êtes là, Jacques Clémence. Oui, mais ça fait quand même pas grand-chose. Mais bon, alors je voudrais revenir sur un autre sujet, enfin celui de la dernière information, celle qui est tombée hier, parce que maintenant on en a tous les jours, a priori en effet non démenti, l'information du site Politico, qui est quand même un site assez sérieux, sur ce patron du PNF, notamment la procureure de Paris, qui sont allés donc fêter un petit pot de départ à l'Élysée et donc retrouver notre président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que Régis de Castelnau, en soi, ça pourrait même être une atteinte aux procédures judiciaires? Non, ce qui me semble de mes cours de droit qui sont un peu lointains, qu'il doit y avoir une apparence de neutralité même qui doit être respectée. Alors, attention, là on parle du parquet. Oui. Le parquet est hiérarchiquement soumis au pouvoir exécutif et je trouve ça démocratique. Moi, je suis contre l'indépendance du parquet, mais je veux que l'impartialité, parce que l'indépendance n'est que l'outil de l'impartialité, l'impartialité du juge du siège soit absolue et pas soupçonnable. Si vous voulez, le problème qui est posé par cette réception, c'est qu'il n'est pas venu à l'esprit de ces deux magistrats dans la circonstance de ne pas y aller. C'est ça qui est fou. Qu'ils soient invités, y a une réception, c'est une juriste, c'était la responsable des affaires juridiques de l'Élysée. D'ailleurs, tiens, et justement, c'est encore plus embêtant. En 2017, c'est à l'Élysée que le raid contre François Fillon a été organisé. Eh bien, la responsable des affaires juridiques était une magistrate qui était quelques semaines auparavant au parquet national financier. Ce qui, effectivement, tout ça a permis d'ouvrir l'enquête préliminaire au bout de 10 minutes après la publication de l'article du journal. Oui. Donc, le fait qu'ils soient invités à ça, je veux dire, pourquoi pas, c'est les institutions de la République, on doit pouvoir effectivement mener une vie normale, ces mondanités en font partie, je ne suis pas contre, dans le principe. Le problème, c'est qu'il ne leur est pas venu à l'idée qu'il fallait surtout pas qu'ils y aillent. Ils sont responsables devant la nation quand même. Ils se contentent du fait que 80% de l'opinion publique française, comme le démontrent tous les sondages, se défient d'eux et détestent leur justice. Non, attendez, il y a un problème. Moi, je vois le problème là. Non pas qu'on les ait invités, mais qu'ils soient venus. Mais il n'y a pas de neutralité à respecter du côté du parquet si c'est cette neutralité-là qu'il aurait fallu respecter en disant, attendez, non, on a un boulot à faire, ça peut mettre en cause le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le patron du parquet en France. Si vous voulez, il y a des règles. Il y a l'interdiction désormais d'instructions écrites. Il y a un certain nombre de choses qui, justement, sont destinées à asseoir la crédibilité. Cette crédibilité. Or là, le fait d'y venir, ça l'anéantit, quoi. Complètement. Ouais. Donc, oui. À votre question, Clémence, je réponds oui. Mais cette neutralité, ils auraient dû la démontrer en n'y allant pas. Oui. Sébastien Meurant, concernant cette question de la neutralité du parquet national financier, finalement, encore une fois, on a envie de dire, on a une preuve d'une justice politisée. C'est quand même pas un bon signal envoyé, encore une fois. Moi, je partage complètement l'opinion de Maître Castelnau, c'est que un homme, ça s'empêche. Et là, ils auraient, je pense, mais je ne veux pas commenter. Après, c'est les magistrats, mais c'est évident qu'on a un problème de confiance dans les pouvoirs, dans les autorités, et la justice est bien malade. Elle est bien malade parce que on en apprend tous les jours des circulaires qui classent les plaintes sans suite. Je rappelle, on a un garde des Sceaux mis en examen. C'est quand même une première, et on est les seuls en Europe. C'est pas la vilaine Pologne, la vilaine Hongrie que ça se passe, c'est en France, c'est la France d'Emmanuel Macron. Et je ne joue pas du fond non plus de l'affaire, mais c'est quand même quelque chose qui est plus qu'insupportable pour le citoyen et pour les parlementaires que nous sommes, parce que faut voir que
c'est quand même énorme. Et que l'on a fait subir des contraintes sans nom aux Français à l'époque des propres autorisations de sortie. Enfin, les libertés des citoyens sont bafouées et on a le sentiment qu'au plus haut de l'État, on fait ce que l'on veut et on s'en porte comme l'on veut. Et là, ces invitations, c'est vrai que c'est pour le moins maladroit d'accepter de s'y rendre, évidemment, en ce moment où il y a des tensions dans toute la société. Voilà ce que je pense. Pour conclure, Sébastien Meurant, vous avez commencé à donner un élément de réponse. Vous dites finalement la réponse, selon vous, n'est pas judiciaire, mais politique. C'est-à-dire elle doit se jouer dans les urnes. Mais oui, là absolument, parce que là on verra ce que va faire le magistrat Tournaire, comment ça va évoluer. Mais on sait très bien qu'Emmanuel Macron, lui, n'a pas eu le même traitement que François Fillon, c'est une certitude. Et là, je m'étonne aussi à partir du moment on a mis 3 semaines, un mois à apprendre que le parquet national financier s'intéressait à ces élections. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on s'intéresse à 2022 et 2017. Oui. C'est quand même le temps aussi le temps d'apprendre. On se demande pourquoi ça a été aussi long. On a connu de plus belles célérités. Je voudrais excusez-moi. Le mot de la fin, Régis, c'est le mot de la fin. Oui, ajouter une toute petite chose. C'est que mener une instruction pour Serge Tournaire avec un président de la République qui est le principal personnage inviolable, ça va pas être facile. Donc, pendant 4 ans, tout ça, à mon avis, risque d'être très ralenti. Alors, il y aura peut-être quelques petites choses spectaculaires, mais faut pas. Ensuite, il y aura la procédure. Ensuite, si les affaires sont jugées, on y est encore dans 10 ans. Oui, c'est ça. Donc la réponse, Monsieur Meurant, vous avez entièrement raison, elle est politique. Ouais. C'est une réponse politique qu'il faut que le peuple français soit capable de prendre en charge. Mais oui, encore faut-il que le peuple français soit averti de ce qui se passe. Et l'est-il vraiment ? C'est une autre question, mais là, pour le coup, c'est la responsabilité des médias dans laquelle je m'inclus. Merci beaucoup à vous deux pour cette table ronde. Sébastien Meurant, sénateur LR du Val d'Oise et donc membre de cette commission d'enquête sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Merci à vous également, Maître de Castelnau. Merci beaucoup à tous. Et auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Merci. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.